à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vision Chine, Waiguolun Kanzongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sophie Diebold. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Passeport pour la Chine, mais aussi responsable du desk Chine pour les investissements chinois en France de Business France. Absolument. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler de votre parcours? Alors, mon parcours sur la Chine, il est maintenant assez ancien. J'ai commencé à m'intéresser à ce pays quand j'étais au lycée. Il n'y avait pas de cours de chinois dans mon lycée, mais en tout cas, j'ai vraiment été intéressée par l'évolution de la Chine à l'époque, à la fin des années 70. Et j'ai trouvé que c'était sans doute ce serait une bonne idée de concrétiser un peu cet intérêt par l'étude de la langue. Et finalement, après mon bac, je me suis inscrite à l'Institut des langues orientales, des langues et civilisations orientales, très exactement. Et j'ai suivi un cursus qui m'a plu dès le début. Et j'ai pu aller en Chine assez rapidement, dès le début des années, à la fin des années 70, même en 78, très exactement, pour la première fois. Et du coup, mon intérêt pour la Chine n'a fait que grandir. Vous avez fait en tout à peu près combien de voyages en Chine? On va dire, ça fait longtemps. Alors, là, mais... si j'étais chinoise, je dirais 10 000. Non, on n'est pas autant, bien évidemment. Mais j'ai dû aller peut-être, je sais pas, 50, 60 fois voilà, vous y allez régulièrement? J'y vais très régulièrement. On va revenir, Sophie, sur votre premier voyage en Chine. Quand vous avez mis les pieds en Chine pour la première fois, quelles ont été vos impressions? Est-ce que vous aviez eu des préjugés qui sont avérés vrais ou fausses? Quelles ont été vos impressions? La Chine était totalement différente évidemment de ce qu'on peut découvrir actuellement. Des préjugés, pas vraiment, parce que on entendait quand même un peu parler de la Chine, bien sûr, dans les médias. Il y avait quand même moins d'informations et puis pas de réseaux sociaux. En tout cas, j'ai découvert un pays avec qui était à l'époque assez replié sur lui-même, et je pense que c'était dans un voyage d'étudiants, c'était le premier voyage d'étudiants qui était organisé pendant la période d'été, et avec tout un groupe de l'Institut des langues orientales, nous sommes allés à l'Institut au Beijing Yuyan Xueyuan, et nous avons passé plusieurs semaines là-bas pour étudier le chinois. Et en fait, je crois que surtout ce qui nous a impressionné à l'époque, c'est le fait qu'il y avait très peu d'étrangers en Chine. C'est ce qui vous a le plus marqué? Voilà, c'est ce qui nous a le plus marqué, et que du coup, les Chinois étaient très surpris, ils le sont encore maintenant parfois dans certains endroits, de rencontrer des étrangers, mais là c'était tout à fait décuplé. Et il y a même des périodes, je me souviens d'un déplacement que nous avions fait à Xi'an à la fin de notre séjour, et où on a quasiment bloqué la place de Xi'an, la place je crois que c'est la Zhongluo, où en fait en descendant d'un car, puisqu'on était une vingtaine, les gens se sont arrêtés sur place, ont posé leur vélo, et la place était tout le monde était complètement tétanisé de voir ces groupes de jeunes étrangers qui débarquaient dans la ville de Xi'an. Donc je crois que c'était ça surtout la première surprise. D'accord. Et vous avez été en Chine en fait pour justement vos études de langue chinoise, et vous avez par la même occasion, j'imagine, découvert la culture chinoise au sens large. Qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans la culture chinoise et dans la langue chinoise? Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne dedans? C'est tellement vaste qu'effectivement il y a plein de sujets passionnants. Si on parle de la langue, peut-être que c'est à la fois c'est toujours avec la Chine, on est toujours dans des sentiments très mêlés, et c'est ça qui, à mon avis, en fait l'intérêt. Et pour la langue, c'est la même chose. C'est à la fois le plaisir et la satisfaction par moment de maîtriser un peu cette langue et de la comprendre, et puis par moments cette sensation de vide absolu, on se dit mais je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, c'est trop vaste, et c'est une étude qui n'a jamais de fin. Donc c'est cette espèce de sensation un peu mitigée, je dirais, qui est parfois très positive, et parfois on se dit non, j'aurais mieux fait d'étudier l'espéranto. Sophie, depuis vous avez fait à peu près une 60aine de voyages en Chine, hein. Vous avez pu voir des évolutions. Quelles sont vos observations sur l'évolution de ce pays? Alors mes observations, j'étais en Chine assez récemment, j'y étais au mois de janvier, juste avant les fêtes du Nouvel An. Je crois que vraiment, et j'avais passé pour la première fois une période assez longue sans y aller, j'avais passé peut-être 2 ans sans être en Chine, ce qui est très rare dans mon parcours. Et franchement, là, ce qui m'a vraiment
étonnée et oui, vraiment plus qu'étonnée, c'est l'importance des réseaux sociaux et l'omniprésence effectivement des réseaux sociaux, de WeChat en particulier. Oui. Tout se fait vraiment via les réseaux sociaux. Alors là, je parle surtout des grandes villes puisque je ne me suis pas déplacée dans des villes plus petites. Hein. J'étais à Pékin, Shanghai, ensuite sur l'île de Hainan. Mais ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant, cette façon dont les Chinois se sont emparés de cette technologie et comment ça influe vraiment la vie quotidienne. Et on l'a vu d'ailleurs sur la période du Nouvel An, par exemple, quand on lit des articles sur les échanges de hongbao, hein, de petites enveloppes traditionnelles qui se font depuis cette année. Ça avait déjà commencé l'an dernier, mais de manière encore plus marquée cette année via le réseau social de Weixin, de WeChat. C'est vrai que c'est super, super impressionnant. Les réservations de taxi, les paiements de restaurants, Tout à fait, on fait tout via une seule plateforme. Via une seule plateforme, ça qui a 800 millions, je crois, d'adhérents qui se connectent tous les jours. C'est super impressionnant. Je crois que c'est vraiment ça l'événement majeur. Et puis je crois que c'est assez révélateur aussi de cette évolution de la Chine où tout va plus vite en fait. Oui. Et c'est vrai que finalement, si on revient un peu en arrière et qu'on regarde par exemple l'apparition du téléphone portable, je me souviens d'événements assez amusants où des Chinois, le portable est arrivé en France, je pense dans les années 80, quelque chose comme ça. Et je me souviens d'une délégation de Chinois de Canton qui était donc à Paris et qui disait, l'air un peu content d'eux, « Ah mais finalement en France, vous n'avez pas beaucoup de portables ». Et c'était très amusant parce que, enfin c'était pas nécessaire de leur expliquer, mais effectivement, la Chine était passée de zéro pratiquement solution de téléphonie. Il y avait un téléphone fixe tous les 100 km, j'exagère évidemment en disant ça, mais très peu de téléphones. Et puis tout à coup, le téléphone portable a envahi le pays. Il y a eu un boom. Un boom, voilà. Et à chaque fois, ces évolutions sont extrêmement rapides. Et je crois que c'est ça surtout qui est extrêmement surprenant. Vous avez marqué. Oui. Et votre passion en fait pour la culture chinoise et la langue chinoise vous a amené à créer une association, Passeport pour la Chine. Je vous laisse présenter cette association et pourquoi est-ce que vous l'avez créée il y a une vingtaine d'années? Même un peu plus. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, voilà. On a créé Passeport pour la Chine très exactement en 1983 avec justement une camarade, une Trong Xue, une camarade d'école qui était au Langzhou avec moi et qui avait fait ce premier voyage aussi en Chine en 1978. Et en fait, on a toutes les deux été contactés par des personnes extérieures, l'une et l'autre, de manière indépendante, et qui chacune nous ont proposé de rejoindre une association qui existait déjà et qui donnait des cours de russe et des cours d'italien. Et du coup, ces deux personnes nous ont proposé, si vous voulez, vous pourriez créer une section chinoise dans cette association qui s'appelait Échanges internationaux éducatifs et culturels. On a dit oui toutes les deux, et puis quand on a dit à Frédéric Gilbank, puisque c'est d'elle dont il s'agit, qui est maintenant professeur de chinois à Montpellier, il y a déjà quelqu'un qui est un peu sur le sujet, c'est Sophie Desbold. Elle a dit oui, pas de problème, on se connaît. Et quand effectivement on m'a dit c'est Frédéric Gilbank, on est partis donc toutes les deux et on a démarré donc ce passeport pour la Chine toutes les deux en 83 et depuis ça continue. Ça continue, voilà, avec beaucoup de stabilité et de succès. Vous élargissez aussi vos activités parce que ça ne limite pas simplement aux cours de chinois, à tous les niveaux. Il y a des cours d'arts martiaux, des cours de calligraphie, des cours d'art en général, hein, donc c'est vraiment très large. Et vous avez beaucoup d'étudiants, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos étudiants, enfin vos élèves, à peu près leur profil, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher quand ils viennent vous voir pour s'inscrire? Alors, on a un profil d'élèves qui est assez diversifié puisqu'on s'adresse à tout le monde. Hein, puis on a un peu de difficulté pour organiser des cours pour les enfants parce que c'est difficile d'arriver à faire des groupes un peu compacts. Mais disons qu'on a classiquement dans nos cours quelques-uns qui sont parfois en lycée, des gens qui sont à l'université, qui viennent donc abonder, un peu améliorer, je dirais, leurs compétences en étudiant une langue un peu originale. Et puis aussi beaucoup de gens, toute une catégorie de gens professionnels donc qui se déplacent en Chine pour leur travail ou qui vont y aller, donc qui se préparent un peu à une éventuelle expatriation en Chine. Des gens qui sont des touristes et qui sont allés tout simplement en Chine et qui sont tombés amoureux du pays et qui du coup veulent approfondir leur connaissance de ce pays. Et puis des gens qui ne travaillent plus, qui sont en retraite et qui veulent, parfois qui ont étudié pas mal de langues et qui sont donc fondamentalement intéressés par des comparaisons entre les langues. Et le chinois est une langue tellement particulière que forcément
ça présente un intérêt très fort. Donc à chaque fois des gens motivés, et il faut être motivé pour étudier le chinois puisque c'est quand même une étude extrêmement passionnante, mais c'est vrai d'assez longue haleine. Un investissement. Voilà, un investissement personnel. Et puis à chaque fois donc des gens qui ont envie aussi de s'ouvrir sur pas uniquement la langue, mais aussi la culture, donc qui vont étudier par exemple la calligraphie ou la peinture chinoise ou les arts martiaux. Et on s'aperçoit, ou venir à des conférences, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, tout s'interpénètre, c'est-à-dire qu'il y a des résonances entre la calligraphie chinoise et par exemple le tai chi, le qigong, et forcément la langue aussi. Donc tout ça est très mêlé, et bien souvent, je dirais il y a peut-être un risque à s'intéresser aux Chinois, c'est qu'une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. On veut aller de plus en plus loin. Voilà, exactement. Et toutes ces activités, ces cours sont réunis dans un même endroit, dans une même école, qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Tout à fait, voilà. Et votre école compte à peu près combien d'élèves? Alors, on a en moyenne 200 à 300 adhérents chaque année qui se répartissent donc entre les cours de langue, qui sont quand même l'activité, je dirais, principale. On a 8 niveaux de langue donc qui vont aller, un élève qui commencerait à partir de 0 pourrait étudier donc sur 8 ans à un rythme assez modéré, puisque bien évidemment ce sont des cours qui se font en dehors du travail, qui sont plutôt le soir ou en plus des études, donc ce n'est pas une matière principale. D'ailleurs, on a de jeunes étudiants qui, après avoir fait le cursus, voire une partie du cursus chez nous, vont ensuite aller à l'université et s'inscrire à Jussieu, à Languedoc, pour approfondir leur connaissance du chinois. Et en dehors de ce cursus de langue, il y a aussi, d'apprentissage de la langue, on essaie d'approfondir en donnant par exemple des cours sur la presse chinoise avec un accent et une espèce de décortiquage de la presse et de l'évolution de la politique de la Chine, des cours aussi de littérature pour apprendre un petit peu, pour aller un peu plus loin dans la connaissance des écrivains chinois. Et puis des petites conférences en chinois aussi, parce que évidemment on le dit toujours, mais c'est une réalité, le chinois ne s'apprend et ne se vit que si on le parle. Et je dirais que c'est encore plus vrai que pour les autres langues. Même l'anglais, l'espagnol, si on ne les parle plus, et si on les a bien étudiés, on a tendance un peu à les oublier. Je crois que c'est encore plus vrai pour le chinois. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre tout un tas d'opportunités pour faire entendre du chinois et faire parler le chinois à nos élèves. C'est ça vraiment, je dirais, l'élément moteur, avec aussi des cours de conversation chinoise, dans lesquels, a priori, on parle peu français. Et l'association existe déjà depuis une trentaine d'années, donc ce qui est vraiment une réussite, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent chaque année et qui se ferment. Selon vous, quelle est la clé quand même de cette longévité? Qu'est-ce qui fait que votre association quand même dure dans le temps? Qu'est-ce qui vous peut-être démarque des autres? Je dirais que nous sommes restés vraiment sur un principe associatif, c'est-à-dire qu'il y a une part de bénévolat. Bien sûr, nos professeurs sont payés, c'est tout à fait normal, nous payons des charges, etc. Mais il y a une partie d'artisanat et de bénévolat qui est encore importante et qui a toujours été en filigrane de la constitution de cette association. Ça, c'est un élément, je pense, qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en compétition avec des écoles de langue. On est un peu une petite entreprise malgré tout, mais finalement, on a juste besoin d'équilibrer notre budget. On n'a pas besoin de gagner d'argent à proprement parler. Cela dit, c'est parfois même difficile d'équilibrer notre budget, puisqu'on a des tarifs de cours qui sont très raisonnables. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est cette notion vraiment associative qu'on a su maintenir depuis cette trentaine d'années, qui est le gage de notre sérieux, de notre réussite. Et puis aussi le fait qu'on est très impliqué, je dirais, dans l'écosystème de la Chine à Paris, et que depuis ce temps-là, on est en résonance avec plein de gens que vous avez peut-être même déjà rencontrés, que ce soit les librairies qui comptent, je pense au Phoenix, je pense à Yofeng, et puis après tous les gens qui interviennent sur les sujets de la Chine et qui viennent faire des conférences chez nous également. Donc je pense qu'on a creusé notre sillon et qu'effectivement, par une gestion rigoureuse, on peut effectivement maintenir
cette présence effectivement qui est liée à ce caractère associatif. Vous êtes, donc c'est du bénévolat, hein, c'est une passion pour vous, Oui. mais à côté de ça, vous avez aussi un autre travail à temps complet, que je le rappelle, vous êtes responsable du desk Chine pour les investissements chinois en France, pour la société Business France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos missions dans ce travail? Est-ce que vous avez souvent donc, des contacts, j'imagine, avec la Chine? Oui. En quoi voilà, vos études et votre association peut-être vous pouvez combiner en fait les deux? Alors je dirais que ça c'est un élément qui est important et je pense que même si finalement j'ai commencé à étudier le chinois il y a maintenant un petit moment, Oui. et je le vois encore maintenant quand je rencontre de jeunes étudiants, le chinois est toujours un plus. Même s'il y a désormais de plus en plus de jeunes qui étudient le chinois, qui vont en Chine, c'est de toute façon à la fois pour la partie de la formation intellectuelle et sur l'importance que revêt ce pays et cette communauté chinoise dans le monde, c'est de toute façon un bon investissement. Et finalement, j'ai toujours, au cours de mon parcours professionnel, tiré finalement un avantage de cette connaissance de la Chine qui est toujours précieuse et qui est toujours franchement un plus. Tant et si bien que sur la partie de mon travail à plein temps, hein, puisque je ne pourrais pas vivre qu'avec Passeport pour la Chine, enfin pas du tout avec Passeport pour la Chine même, la Chine a toujours été dans l'axe de mes activités et donc désormais je suis chargée de faire le lien avec mes collègues qui travaillent en Chine et qui identifient de futurs investisseurs chinois, d'être leur lien ici à Paris avec le siège de Business France et puis aussi de développer ce réseau chinois en France, à Paris, pour effectivement bien le comprendre et bien le développer dans nos activités des investisseurs chinois en France. Je pense que vous travaillez au quotidien avec les Chinois, vous devez négocier des choses pour les investissements. Et quel est votre avis sur le fait de travailler au quotidien avec les Chinois? La vie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il est parfois partagé, c'est simple et compliqué en même temps. On dit souvent que les Chinois et les Français se ressemblent sur pas mal de sujets. C'est sans doute vrai, avec peut-être un côté plus proéminent et plus pragmatique chez les Chinois, très dans le concret, vraiment, hein, toujours dans un principe de réalité qui est important. Parfois, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la réalité chinoise, elle évolue très vite. Et c'est vrai que si, jusque-là, on peut dire qu'on était peut-être face à des investisseurs dont les projets n'étaient pas très identifiables, et qui représentait une difficulté, là on assiste à une plus grande maturité et on voit que les entreprises qui décident de venir en Europe et en France en particulier sont plus mûres et ont déjà mieux intégré les principes d'internationalisation. Eux-mêmes s'adaptent et échangent en fait. Voilà, exactement. Il n'en demeure pas moins que parfois évidemment les relations ne sont pas simples. Je pense qu'il y a toujours un côté qui est très important qui est la notion de relation humaine. En même temps, c'est un peu une généralité partout dans le monde. C'est vrai que le fait de parler chinois, même si on ne va pas conduire toutes les réunions en chinois forcément, puisqu'on est souvent, dès qu'il s'agit de choses un peu techniques, on a souvent l'aide indispensable, je dirais, d'interprètes. C'est important d'avoir créé cette relation et d'avoir montré qu'effectivement on s'est impliqué dans l'étude de la langue, qu'on connaît le pays. Et c'est vrai que ça, c'est une façon de briser la glace qui fonctionne très bien, forcément. Alors après, bien sûr, il faut franchir d'autres étapes et c'est forcément pas suffisant, et c'est logique. Mais c'est en tout cas une façon effectivement importante de faire un premier pas. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets à venir en fait avec la Chine, que ce soit pour Passeport pour la Chine ou dans le cadre professionnel avec Business France? Alors des projets bien sûr, nous en avons plein, à la fois pour Passeport pour la Chine. L'idée c'est alors nous organisons régulièrement des voyages pour Passeport pour la Chine, en particulier, alors c'est pas Passeport qui les organise puisque
il faut avoir une licence d'organisateur d'agence de voyage, ce qui n'est pas notre cas. En général, on les organise avec la Maison de la Chine. Mais en tout cas, on a un projet d'aller dans la région de Kunming, au Yunnan, et avec les élèves de calligraphie pour aller donc travailler sur des sujets en temps réel et sur des sujets de calligraphie et de peinture chinoise dans la région de Kunming. Et puis des idées, on a toujours plein d'idées, puisqu'en fait on est tout à fait libre et totalement indépendant, donc on peut créer tous les thèmes que l'on souhaite. Et d'ailleurs nos élèves sont souvent de bons relais pour nous faire des propositions, et on organise par exemple chaque année une petite séquence de présentation des réussites de calligraphie et de peinture de nos élèves, et même parfois avec quelques petites représentations théâtrales sur les gens qui apprennent le chinois. Revenons sur vos voyages en Chine. Alors j'ai effectué effectivement pas mal de voyages. Je ne connais pas tout le pays, mais en tout cas je me suis pas mal déplacée. En particulier dans les années 80, j'allais beaucoup dans la zone du Xinjiang, jusqu'à pas Kashgar à l'époque, mais en tout cas Urumqi. Et puis dans les années 90, j'ai effectivement fait pas mal de voyages assez classiques, donc plutôt dans les parties que ce soit Suzhou, que ce soit bien sûr Xi'an évidemment, ou même Canton. Enfin, donc j'ai pas mal rayonné. C'est vrai qu'il y a encore des régions que j'aimerais visiter. J'aimerais bien aller dans le Fujian par exemple, qui est une région que je ne connais pas. Et puis c'est vrai aussi qu'il faut voir les campagnes, hein, ça c'est très important. Je me souviens de voyages au Qinghai par exemple, qui était extrêmement impressionnant, avec toute cette ferveur religieuse, et aussi de voyages qui allaient jusqu'à Kashgar, et donc dans cette région du Xinjiang qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle. Il y a une minorité ethnique qui est très présente. Absolument. Vous avez fait quand même beaucoup de régions différentes. Et pour vous, quelles sont les différences qui peuvent exister? Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence dans les villes que vous avez faites en tout cas? Des différences très importantes, effectivement, qui tiennent en particulier à l'origine des populations. C'est vrai que dès que l'on va vers le Xinjiang, donc vers le grand ouest de la Chine et les confins de l'Asie centrale, on va rencontrer des gens qui vont presque ressembler à des Turcs pour certains d'entre eux. Et du coup, il y a on voit qu'on a basculé dans un autre domaine géographique, et qu'on s'est éloigné du bassin ou du berceau de la Chine, en tout cas, autour du fleuve Jaune, par exemple. En revanche, c'est très intéressant aussi d'être dans ces régions classiques chinoises, que ce soit le cœur de cette Chine classique, et qu'on le considère autour de Xi'an par exemple, ou même autour de Shanghai avec Suzhou, Hangzhou, etc. Les différences sont tant au niveau du paysage que de l'apparence des populations, mais aussi de la nourriture. Bien sûr. Les régions qui mangent beaucoup plus épicé, d'autres moins, donc les différences sont partout au final. J'ai fait le dernier voyage que j'ai fait, j'étais donc en janvier dernier, et j'ai souhaité prendre le train puisque je me déplaçais de Pékin à Shanghai, et donc j'ai pris le TGV entre Pékin et Shanghai. D'abord, j'ai été très impressionnée par la nouvelle gare de Nanjan à Pékin, qui était très organisée. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris le train. Les précédentes fois, je me déplaçais plutôt en avion, et je n'avais jamais pris le TGV. Donc je me disais, oh là là, c'est juste avant le Nouvel An chinois, il va y avoir un monde fou, ça va être terrible. Il faut le rappeler, la période du Nouvel An chinois en Chine, pour les transports, c'est l'horreur. Voilà. C'est terrible, oui, j'ai oublié le chiffre. Je crois qu'on évaluait à plus de 80 milliards de déplacements, quelque chose d'absolument extravagant. Ça, c'était un peu avant le Nouvel An. C'est une chose aussi que j'ai remarqué, c'est-à-dire que la période du Nouvel An finalement commence assez tôt, avant la date fatidique. Ça, c'était 2 semaines avant. Les trains étaient complets. En revanche, tout était super bien organisé, et ces souvenirs que j'avais de bagarres pour rentrer dans le train avec les bagages, etc., franchement, là, c'était parfaitement organisé, et finalement, la gare ressemblait plus à un aéroport qu'à une gare. J'ai été très, très impressionnée. Et après, le voyage en train était très intéressant, puisque ça permet vraiment de découvrir le paysage, puisqu'on a vu donc défiler tout le nord, encore le nord de la Chine, avec la Chine du blé,
hein, avec après l'arrivée on est passé par Tianjin, ensuite on a traversé tout le Shandong avec Tai'an, le mont Taishan qu'on apercevait un peu plus loin, et puis après on passe avec l'Anhui dans la Chine déjà un peu plus du sud, on commence à voir l'eau, le riz qui apparaissent. J'étais très impressionnée aussi par le nombre de villes secondaires et l'immensité qu'elles représentent. Parce que l'organisation, il y a les provinces, les districts, les régions autonomes. Voilà. Il y a une grande richesse et complexité. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir ces villes secondaires qui sont entourées d'immeubles de grande hauteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et du coup, que l'on mesure et que jusque-là, je n'avais pas... je l'avais lu, bien sûr, je sais qu'il y a plus de 130 villes qui ont plus d'1 million d'habitants. Bien sûr, ça, on le sait, mais franchement, là, c'est visible depuis, je dirais, les fenêtres du train. Et du coup, on voit cette Chine qui s'est déplacée, cette Chine paysanne qui s'est installée un peu dans les villes, et en particulier dans ces villes de l'Est, et je dirais pas de la côte, mais qui s'approchent de la côte. Ça, c'est vraiment très impressionnant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est important dans l'enseignement, les points importants dans l'enseignement du chinois? Pour nous, à Passeport pour la Chine, les points importants, c'est d'être en contact, c'est d'apprendre aux élèves une langue qui se parle. C'est-à-dire, c'est peut-être d'ailleurs un des reproches qu'on pouvait faire à l'époque à nos enseignants de Langzhou, c'était on étudiait la Chine du temps de Mao avec des choses très politiques qui servaient absolument pas à la vie quotidienne. Là, on essaie vraiment de faire exactement le contraire, c'est-à-dire d'être tout de suite dans la Chine d'aujourd'hui avec un langage très appliqué à la vie quotidienne pour acheter, pour consommer, pour manger, pour se déplacer. Et puis, il faut beaucoup répéter. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est dans l'enseignement, c'est de ne pas avoir peur non plus de se rapprocher de méthodes un peu anciennes, c'est-à-dire de méthodes chinoises classiques où la répétition et l'apprentissage par cœur sont des éléments très importants. Je me souviens quand j'étais en Chine à l'Institut des langues par exemple, on voyait beaucoup le matin nos petits camarades chinois dans le parc, dans les jardins, en train avec une feuille, en train d'apprendre par cœur voilà, des textes, puisque eux étudiaient des langues étrangères, le français, l'anglais, l'allemand, et qui faisait qu'en fait, ils avaient une connaissance sans être du tout allés dans le pays, puisque c'était un peu compliqué à l'époque de voyager, qui leur permettait d'avoir une connaissance de la langue sans s'être déplacés, qui était très, très fine. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, donc pour l'enseignement du chinois, aussi de demander aux élèves d'apprendre un peu par cœur. Ça peut être des chansons, ça peut être des poèmes, ça peut être des petits dialogues. Il ne s'agit pas d'apprendre des centaines de pages, mais au moins d'avoir la langue dans la tête et de pouvoir la répéter de manière fluide sans trop d'obstacles. Et du coup, je pense qu'avec ce type de méthode, on arrive à la fois à comprendre et à la fois à s'exprimer. Et puis, il me semble aussi qu'il y a un élément qui est très important, c'est d'enlever les complexes des élèves, c'est-à-dire il vaut mieux dire des bêtises, mais il vaut mieux parler que de fermer sa bouche et de ne jamais rien dire. Donc du coup, ça c'est un élément qui me semble moi très important. C'est vraiment de donner confiance à l'élève, et même si sa façon de parler n'est pas parfaite, ça n'a strictement aucune importance. Il peut faire des bêtises, il peut dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. L'important c'est de se faire comprendre. Et de la même façon que nous, quand on entend quelqu'un, un anglais, un allemand qui va parler de manière un peu approximative, à partir du moment où on le comprend, on est content, et c'est ça l'objectif. De la même façon, pour le chinois, il me semble que c'est la même chose. Il faut vraiment donner voilà, une facilité, une fluidité à l'élève, et c'est vraiment ce type de méthode qu'on essaie de... Et vous adaptez aussi le contenu, comme on a dit tout à l'heure, par rapport aux besoins de l'élève, si c'est pour un langage de la vie courante ou si c'est pour passer des concours, en tout cas pour la vie professionnelle. Dans ce cas-là, les cours sont vraiment adaptés, les professeurs ont une formation... Alors les professeurs ont des formations déjà d'enseignants au départ, et puis c'est vrai que par exemple dans le cas du cours de la presse chinoise,
d'études de la presse chinoise. On a pas mal d'étudiants de Sciences Po qui viennent puisque à la fois ils connaissent le chinois, ils ont étudié la langue et puis ils sont intéressés aussi par ce décortiquage, cette analyse de la presse avec des angles de vue qui sont évidemment différents, qui ne sont pas uniquement liés à la presse de Chine continentale, mais qui vont donner justement des points de vue de controverse un petit peu sur ces sujets et qui sont très, très appréciés par les étudiants de Sciences Po par exemple, mais pas uniquement. Oui. Merci Sophie d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne continuation et une très longue vie pour votre association Passeport pour la Chine. C'est la fin de notre émission Vision Chine Waiguolun Kan Zhongguo. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Merci Sophie. 再见。